bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas jouer le chauffeur de la salle en attendant la venue de Madame Belloubet, garde des Sceaux, mais nous avons déjà une digne représentante du président de la République dans cette salle, la conseillère du monsieur Emmanuel Macron, Madame Gemny Wagner, ici présente, est à nos côtés. Je vous avais dit, Madame, que vous seriez applaudie. Vous l'avez été avec ferveur. Mesdames et Messieurs, bienvenue pour la suite des Journées de Paris. Je vous remercie à nouveau, vraiment du fond du cœur, à toutes et à tous, pour votre vraiment présence massive dans cette salle. Hier, à l'ouverture, nous étions plus de 580 huissiers. Je remercie également tous les intervenants de la journée d'hier qui nous ont éclairé brillamment sur les défis qui s'offrent à notre profession. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous pouvez venir vous asseoir ici. Chère Sandrine. Sandra. Dans quelques instants, nous entendrons Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. En attendant qu'elle nous rejoigne, j'ai souhaité que nous prenions un tout petit moment pour revenir sur les travaux que la Chambre nationale des huissiers de justice a menés depuis son installation il y a maintenant 2 ans. Et il m'a semblé que la meilleure manière de vous présenter ce travail, c'est de vous parler de ceux qui composent la Chambre nationale des huissiers et qui l'animent au quotidien. Pour cela, je voudrais appeler à mes côtés Monsieur le vice-président Jean-François Richard. Monsieur le vice-président Patrick Safar. Monsieur le secrétaire national Pierre-Jean Sibrand. Monsieur le trésorier Pascal Thuette. Enfin une dame, Madame la secrétaire nationale adjointe, Christine Vallès. Et enfin, Monsieur le trésorier Marc Dimand, trésorier adjoint. Voyez, finalement, j'ai entendu les exclamations et les applaudissements, et dès qu'il y a eu une femme, il y en a eu plus. Donc il en faudrait plus des femmes ici. Voici, mesdames et messieurs, le bureau qui m'entoure au quotidien, tous les jours, que Dieu fasse. Et que nous avons voulu représentatif de votre diversité, de notre diversité, mais au-delà de ce bureau national, l'ensemble des délégués de la Chambre ont contribué, l'ensemble des délégués, 35 délégués, représentant vos cours, ont tous œuvré pour que cette journée soit magnifique et pour que ces 2 ans soient enfin conclus. Le futur nous appartient, il appartient aux membres du bureau, aux membres de la Chambre nationale, aux 35 délégués et à vous ici présents. Je voudrais chacun et à chacune rendre un hommage particulier aux travaux qu'ils ont menés, ces délégués de la Chambre nationale, et qu'ils continuent à mener. Régis Saïri, délégué de la Cour d'appel d'Angers, pour son engagement à l'Assemblée permanente et au comité de gestion. Sébastien Armani, notre collègue corse, membre de la commission de restructuration. Philippe Michel Arnaud, qui préside cette même commission de restructuration. Olivier Barré, qui vient de nous rejoindre à la Chambre comme délégué de la Réunion des îles et que nous avons souhaité associer aux travaux de l'École nationale de procédure PRO. Jean-François Bovin, cher Jean-François, que je remercie pour son travail comme président de l'ADEC. Il a été à mes côtés dans des bureaux précédents et c'est un homme pour qui j'ai une affection particulière. Bravo Jean-François. Marie-Christine Carpanetti, qui est là devant moi, qui a notamment pris part au groupe de travail sur l'organisation territoriale de la justice. Jean Casimiro, délégué pour la Cour d'appel de Bordeaux et contrôleur du budget.
Jean-Michel Dupont, investi notamment à l'Assemblée permanente et au comité de gestion de la Caisse de garantie. C'est vraiment un satisfecit, hein. Béatrice Duquesroy, qui contribue notamment à dynamiser l'image de notre profession en nous proposant régulièrement des visages nouveaux. Ce qui est bizarre dans cette profession, c'est qu'il y a 2 représentants de Paris. Paris est grand, n'est-ce pas? Je vois le président de Paris, que je salue. Annie Flachafieux, déléguée de la Cour d'appel de Grenoble, présidente de la Caisse des prêts et membre du comité de gestion. Georges Goliot, qui est très impliqué dans le groupe Travail Territoire et Ruralité, conduit par Jean-François Richard. Ah oui, c'est sur les... Oui, on applaudit Georges. Régis Granier, membre du groupe de travail sur l'organisation territoriale de la justice. D'ailleurs, comme il le dit très justement, Régis, tu comprends, dans le Gers, les études ont des difficultés. Alain Grimont, délégué pour la Cour d'appel de Lyon, président de l'École nationale de procédure, et qui est mon voisin, puisque je suis moi-même de Chambéry. Stéphane Hubert, que je ne vois pas. Il doit être par là. Non, j'ai dû lui faire peur ce matin. Stéphane Hubert, qui participe notamment au pôle économique et au conseil d'administration de la Caisse de retraite des employés des huissiers de justice, la CARCO. Jacques Hutin, il y en a 135. Jacques Hutin, dont vous avez pu constater pour vous-même hier son engagement comme président de l'Assemblée permanente, cette Assemblée permanente qui réunit toutes les forces vives de la profession, qui réunit les jeunes, la jeunesse, ce dont nous avons besoin pour l'avenir du numérique, sur le programme du président de la République, qui a instauré un fil conducteur, celui de numériser notre France avant que nous soyons disruptés. Nous avons eu hier M. Cohen, Daniel Cohen, économiste, qui nous avait, avec Gilles Fickenstein, qui nous expliquait qu'il valait mieux être disrupteur que disrupté. Oui, Jacques Hutin, qui préside cette assemblée permanente avec toute une équipe, cette assemblée permanente que j'avais voulu avec Jean-François Richard lors de ma campagne électorale en 2014, voulu redonner la voix et la gouvernance et tout ce que les jeunes de notre profession ne peuvent s'exprimer, bien entendu, parce qu'il n'y a toujours qu'un seul président régional, comme un seul président départemental. Et voilà, donc il s'exprime et il nous donne des idées qui sont très très belles, dont le bureau se servira pour présenter à l'Assemblée et au gouvernement, pour que nous puissions aller de l'avant. Emmanuel Madio, qui a longtemps travaillé au sein de différentes commissions, de conventions collectives, et qui est membre du groupe de travail sur l'organisation territoriale de la justice. Emmanuel, merci. J'arrive. Muriel Mathurin, je regrette de ne pas avoir pu me rendre dans les îles lors de cet ouragan qui a dévasté nombreuses des îles. J'avais effectivement à l'Assemblée nationale et j'étais auditionné personnellement, et donc je n'ai pas pu me rendre au dernier moment dans ces îles qui ont subi des dégâts. Et je vous assure, chers confrères, de ce que m'ont rapporté ici les membres de mon bureau, non, vraiment, on se pose des questions quand on voit ce qui se passe dans un pays, et on ne se rend pas compte de la chance que nous avons, où nous nous trouvons par rapport aux dégâts importants qu'ont subis nos confrères. Et
nous avons été, avec le trésorier et tous les membres du bureau, à leur côté sur le plan d'abord moral, de cœur, et surtout sur le plan financier. Il fallait les aider, et nous l'avons fait. Pierre Montel. Pierre Montel, qui est le trésorier de la caisse de garantie, qui est l'homme qui a une idée toutes les minutes. Mais c'est un garçon très très bien, que j'aime beaucoup, avec son accent de Marseille, mais qui a effectivement des idées et qui, de temps en temps, me pousse dans mes derniers tranchements, et j'apprécie parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Merci Pierre. François Pagé. J'avance ? Vous me dites qu'il faut que j'avance parce que la garde des Sceaux arrive. Voilà, c'est ça. François Pagé, que je remercie pour son travail à la commission de restructuration. Merci François, pour ce que tu as fait. Christophe Pélissier, membre du groupe de travail sur l'organisation territoriale de la justice et du conseil d'administration. Christophe, tu as été hier auditionné par des gens très très bien ici. Ce sont des jeunes qui montent, Christophe. Ce sont des jeunes qui montent, et c'est sur ces jeunes que moi je m'appuie de plus en plus, sur la jeunesse et sur la gente féminine. Philippe Perrichot, qui travaille aux côtés de Pascal Thuette au sein du pôle économique et est un poil à gratter en permanence. Mais c'est très bien d'avoir des poils à gratter. Merci Philippe. Olivier Petitjean, délégué qui a remplacé le président Duvay-le-Roi à la cour d'appel de Caen, mais également élu local, maire de son village. C'est très bien d'avoir des fonctions électives. Ce sont des gens qui s'impliquent dans la vie de la cité, dans la vie de la République. Voilà, merci Olivier. Benoît Santoire, délégué de la cour d'appel de Nancy, jeune encore, qui est un poil à gratter, qui pose des questions et qui veut que ça avance. Moi, je trouve ça fantastique. Merci Benoît. Philippe Seillan, délégué de la cour d'appel de Fort-de-France, qui a eu aussi des problèmes. Nous sommes rendus à Fort-de-France. Membre de la commission de restructuration. Merci Philippe. Patrick Webel, que je remercie pour son travail au sein de la commission de déontologie, que j'interpellerai le gouvernement, la garde des Sceaux, et j'interpelle Madame la conseillère du président de la République sur et les magistrats qui se trouvent dans cette salle. J'ai vu le directeur adjoint des services de la DSCS sur le code de déontologie que nous devrons bien entendu finaliser lorsque les deux professions seront réunies. Voilà ce que je voulais dire. Et Jean-Michel Rousseau, président de l'école, un homme qui s'est donné toute sa vie pour l'École nationale de procédure. Que je ne laisserai jamais tomber, qu'il le sache. Je n'abandonnerai jamais l'école. L'école est ce qu'elle a été, elle se transforme, il y a une nouvelle profession et on le fera ensemble, Jean-Michel, et nous ferons en sorte que personne ne pâtisse de cette transformation. Je voulais le dire et le signaler ici présentement. Voilà, avant de recevoir la garde des Sceaux, que je vais aller chercher. Vous avez le temps, Monsieur le Président, de citer les derniers noms. Mais j'ai tout fini, Monsieur le député. Vous avez terminé. Parfait. Si vous aviez bien compté, j'en ai cité 35. Mais vous ne suivez pas, Monsieur le délégué général. Jamais, Monsieur le Président, vous le savez bien. Vous savez bien. Je vais d'abord féliciter Monsieur Conneau, Monsieur le sénateur Béteille, la loi Béteille. Il est ici, Laurent, représentant du barreau de Paris, Monsieur le bâtonnier Vince, mon ami Le Prado, Madame Viola, directrice générale de la Caisse de dépôt, Sandra Motin, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Monsieur le ministre Nallet, Henri Nallet, mon ami de cœur, qui mérite un grand monsieur, Monsieur Nallet, 3 fois ministre, un grand monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'affection, plus que de l'amitié. Je le considère comme mon grand frère, il le sait. Merci Henri de tout ce que tu fais, de ta présence permanente à nos côtés et de la gentillesse que tu
que tu me donnes. Je vais aller chercher Madame la garde des Sceaux et je suis à vous dans 2 minutes. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Messieurs les ministres, Madame la représentante du Président de la République, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur des affaires civiles, Monsieur le bâtonnier représentant Paris, Monsieur le Prato, Madame Viola Casadepot. Écoutez, il y en a tellement que je vais écourter en vous disant, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Madame la présidente de l'Union internationale, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Madame la garde des Sceaux. Chaque année, les journées de Paris des huissiers de justice sont un moment important de la vie de notre profession. Malgré votre agenda particulièrement chargé, je sais que vous avez tenu à être présente parmi nous ce matin. C'est donc pour moi et ma profession un grand honneur de vous accueillir ici. En mon nom personnel et en celui de la Chambre nationale et de ses élus, et en celui de toute la profession, je tiens à vous en remercier solennellement et sincèrement. Nous connaissons les valeurs qui sont les vôtres. Elles vous ont valu la reconnaissance et la confiance d'Emmanuel Macron, président de la République. Et votre nomination, Madame, à ces fonctions, que je sais difficile, mais fondamentale pour défendre notre démocratie et faire vivre l'état de droit. Ces valeurs que vous portez, Madame la garde des Sceaux, notre profession s'enorgueillit de les partager avec vous. L'engagement au service de nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, trop souvent rétifs à faire valoir leurs droits. Le souci constant de rendre notre justice effective et efficace pour que la loi trouve à s'appliquer en toutes circonstances. L'attention particulière à la proximité et à la lisibilité de notre justice pour renforcer la confiance qui la lie à nos concitoyens. Je vous le dis, Madame, sans ambages, des différents gardes des Sceaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, vous êtes celle qui s'est montrée la plus ouverte et la plus constructive à notre endroit. Vous avez su créer un véritable climat de confiance et d'écoute en nous associant à de nombreux travaux. Montaigne, qui fut juge comme vous, d'ailleurs écrivait que c'est sans doute une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. Et il est vrai que ce dialogue est d'autant plus fécond du fait de votre connaissance de nos métiers, de par vos anciennes fonctions de professeur d'université et de juge constitutionnel. Vous avez reconnu leur rôle essentiel pour leur service public de la justice, y compris à l'avenir, et je vous en sais gré. Votre présence me permet également de saluer l'ensemble des services de la Chancellerie, en particulier les membres de votre cabinet, avec qui nous avons noué des liens d'une grande productivité, et la DACS et de son directeur, Thomas Andrieux, avec qui nous entretenons des relations de travail étroites et dans la plupart des cas constructives. Les Journées de Paris auxquelles vous assistez aujourd'hui symbolisent l'unité de notre profession. Elles nous offrent chaque année un moment d'échange. Elles nous permettent de prendre de la hauteur, de nous projeter dans l'avenir. Cette année est d'ailleurs un peu spéciale, dans la mesure où notre Chambre nationale, la maison de tous les huissiers de justice, va bientôt entamer sa dernière année d'existence, avant d'écrire une nouvelle page encore plus exaltante avec la Chambre nationale des commissaires de justice. À l'orée de cette dernière année, je souhaite d'ailleurs saluer et remercier les membres de mon bureau que vous connaissez et avec qui nous travaillons au quotidien. Les remercier car nous avons relevé ensemble de nombreux défis. Les remercier encore car je suis heureux de pouvoir aborder avec eux encore cette année de mandat tournée vers l'avenir. Merci, messieurs, merci, Christine. Madame la garde des Sceaux, vous l'avez constaté,
L'avenir nous interroge, avec une intensité redoublée. Comme toutes les professions du droit, nous sommes traversés par les interrogations et les incertitudes. Certains de mes confrères sont même extrêmement inquiets, et je ne doute pas que vous saurez entendre ces craintes légitimes. Je vais donc me faire devant vous le porte-parole de l'ensemble de 3200 huissiers de justice réunis dans leur richesse et leur diversité, ainsi que de leurs 12 000 collaborateurs. Je vous dirai, Madame, le fond de ma pensée et je ne doute pas un seul instant que vous en ferez de même. Dès le début de mon mandat, le président de la Chambre nationale, j'ai fait de la modernisation de notre profession mon objectif prioritaire. Elle était indispensable après trop d'années passées à vivre sur nos acquis, et il faut que l'on le reconnaisse. Vous le savez, Madame, les huissiers de justice ont dès le début fait le choix d'accompagner les réformes initiées en 2000 croissance par Emmanuel Macron, la loi croissance et activité. Et désormais, notre cadre de vie, ses effets commencent à se concrétiser et par capillarité, toutes les facettes de notre profession sont en train de se transformer. La réforme des structures sociétales, par exemple, conduit d'ores et déjà mes consoeurs et confrères à endosser le costume de chef d'entreprise qui leur a été donné. Nous assistons ainsi à la création de formes inédites de projets économiques, à la constitution de réseaux, à l'émergence d'une vraie culture d'entreprise et même à l'utilisation de vocables jusqu'ici réservés au monde des affaires. Je n'en oublie pas pour autant mes consoeurs et confrères inquiets de cette transformation très rapide de notre façon d'exercer notre métier, notamment ceux installés dans les zones moins urbanisées et ou éloignés des centres de décision économique, déjà affectés par l'extension de la compétence territoriale. Je les comprends, et si je peux me permettre, mettez-vous quelques instants à leur place. Depuis 2014, la succession effrénée de textes touchant l'ensemble des aspects de notre métier a pu provoquer un sentiment de désorientation, d'autant plus que certains décrets d'application se font toujours attendre. Madame la garde des Sceaux, il est évidemment malaisé d'appréhender l'avenir dans un climat d'incertitude. Comment est-il possible de construire un projet économique crédible si le tarif est révisé tous les 2 ans? Comment pérenniser une clientèle si la carte des installations change au même rythme? Nous comprenons bien entendu que votre gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, dispose de ses propres priorités politiques. Mais cette succession de textes, depuis 2014, a pu conduire certains à faire ce vers de François Villon « Rien ne m'est sûr que la chose incertaine ». Ce n'est pas la future réforme de l'organisation judiciaire qui calmera cette inquiétude. Le maillage territorial et la proximité font partie de notre ADN. Nous venons tout juste d'intégrer la compétence au niveau des cours d'appel. Nous savons bien que les réflexions sur leur réorganisation obéissent à des logiques de rationalisation administrative et que cela nous dépasse largement. Mais une nouvelle modification de notre ressort d'exercice risquerait d'attenter gravement à la viabilité de nombreux offices et à la capacité de notre profession d'exercer ses missions d'officier public et ministériel partout sur le territoire. Dans ce contexte, la Chambre nationale ne reste d'ailleurs pas inactive. Nous sommes en train de mettre en place une action d'accompagnement à l'installation et au développement des études avec l'appui de vos services. Mais le bouleversement de l'ensemble de ces repères engendre nécessairement de la peur. Mes confrères ne demandent pourtant qu'à exercer leur métier tranquillement, celui pour lequel ils se dévouent sans compter, madame, et pour lequel ils ont souvent pris des risques économiques, en s'endettant pour l'exercice des missions, souvent du service public. Des risques physiques, parfois pour eux-mêmes,
et pour leurs collaborateurs, alors qu'ils incarnent l'État par délégation de la puissance publique. Le risque de l'innovation aussi, éminemment fécond, mais porté par l'ensemble de la profession. Cette peur, comment pouvez-vous contribuer à la faire diminuer ? Disposerons-nous enfin d'une vraie stabilité normative afin d'être en mesure de nous projeter dans le long terme ? Nous ne refusons pas de nous transformer. Nous l'avons prouvé par le passé. Nous le prouvons encore aujourd'hui par le numérique, avec notre accélérateur Silex, ou au travers des chantiers de la justice dont vous avez la charge et la responsabilité et auxquels nous participons. Vous savez que nous sommes prêts à apporter notre contribution à ce grand projet qui est celui du président de la République et que vous portez, pour renforcer l'effectivité de la justice, lui donner davantage de sens et rétablir la confiance de nos concitoyens. Nous y sommes prêts, madame, oui, car nous sommes des officiers publics et ministériels, et à ce titre, des acteurs incontournables de la chaîne judiciaire. Notre savoir-faire en matière numérique, que vous connaissez bien, légitime davantage encore notre choix dans ce débat. Nous avons des propositions sur l'acte introductif d'instance, sur la dématérialisation des procédures, sur la simplification de la procédure civile en général. Notre philosophie reste intangible, partir avant toute chose de l'intérêt du justiciable, où qu'il soit sur le territoire. Dans cet esprit, les professionnels du droit que nous sommes sont dégagés de toute vision corporatiste. C'est le sens de la démarche que j'ai initiée auprès de vous avec Pascal Hédoux, président du Conseil national des barreaux, qui était présent hier dans cette salle. Le projet, madame, que nous portons ensemble est celui d'un grand service public numérique de la justice plus efficace, mais aussi plus accessible. Préparer l'avenir n'empêche pas de s'occuper de l'existant. Et notre actualité immédiate, c'est aussi notre mission de service public, de tenue des audiences pénales. Depuis plusieurs années, à cette tribune, j'ai rappelé à vos prédécesseurs les conditions dégradées dans lesquelles nous exerçons notre mission. Les choses ont quelque peu progressé sous son impulsion avec la réactualisation de la Convention cadre signée en 2011, comme avec la mutualisation des audiences à la suite de notre changement de compétences. Pour autant, faute de revalorisation du tarif, sur laquelle je ne me fais d'ailleurs mais aucune illusion, la tenue des audiences, madame, se fait à perte. C'est une catastrophe. Au-delà de la question du tarif, les conditions matérielles pratiques d'accueil des huissiers de justice dans les audiences elles-mêmes ne sont pas dignes de la justice telle qu'elle devrait être au XXIe siècle, et cela au moment même où on nous demande, à nous, de nous moderniser dans nos missions comme dans nos conditions d'exercice. Madame la garde des Sceaux, il est donc indispensable que nous trouvions une solution pérenne qui nous permette la maîtrise des charges et des coûts, sous peine de quoi il nous sera de plus en plus difficile, je vous le dis, d'assumer cette mission. Notre environnement économique est une donnée de plus en plus importante, comme l'a voulu le législateur en 2015. La publication prochaine de la carte des installations va encore accentuer ce besoin de réactivité et d'adaptation à la conjoncture. Or, nombre de mes consoeurs et confrères voient leur projet de développement ralenti, pour ne pas dire bloqué, par les délais de traitement des dossiers au sein de vos services. Pourtant, dans chaque cas, les dossiers correspondent à un besoin économique précis et urgent. Il en est ainsi, par exemple, de l'embauche d'un huissier de justice salarié qui doit permettre à l'office de répondre à un surcroît d'activité. Si cette demande n'est pas satisfaite, nos clients s'adresseront naturellement à quelqu'un d'autre. Il en est de même pour les dossiers de cession, qui sont devenus de véritables outils de croissance. Nous savons que vos services ne ménagent pas leurs efforts pour répondre aux demandes. Et j'en profite pour saluer François Conneau, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques, que j'ennuie régulièrement au téléphone en lui disant « Cher François, on ne peut plus attendre, c'est une catastrophe ». Vous conviendrez, Madame la garde des Sceaux, qu'il est difficile d'être économiquement réactif ou performant lorsque le délai moyen de traitement est de 9 mois. Je ne parle même pas des cas liés à la limite d'âge qui aboutissent souvent à la vacance
pure et simple des offices et à l'intervention de suppléants, faute de nomination à temps d'un successeur. Une autre question sur laquelle je sollicite votre appui, Madame la garde des Sceaux, est celle de notre profession dans l'exercice de nos missions. Malheureusement, les cas d'agression contre notre profession, parfois très graves, se multiplient ces derniers mois. Je vous en ai personnellement alerté. Le Code des procédures civiles d'exécution nous autorise à solliciter le concours de l'État dès lors qu'une exécution est susceptible de générer un trouble à l'ordre public. Mais nous nous heurtons trop souvent au refus des autorités, alors que nous agissons dans le cadre de missions complexes de service public au nom du peuple français. Cela n'est plus tolérable. Bien sûr, Madame la garde des Sceaux, la lutte, hélas, contre un mal qui est terrible, le terrorisme, est une priorité essentielle du gouvernement et le dévouement des forces de l'ordre pour la protection de nos compatriotes doit être ici souligné. Votre travail également, Madame. Cependant, des solutions pérennes doivent rapidement être trouvées, notamment lorsque des éléments nous laissent à penser qu'une situation à risque se présente. L'une des solutions serait peut-être de mettre fin à un serpent de mer qui agite la profession depuis la publication de la loi du 22 décembre 2010, dont je vois l'auteur ici présent, le sénateur Béteille. 2010. Son article 3, monsieur le sénateur, je vous le rappelle, vise, Madame, à permettre aux huissiers de justice d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation pour l'accomplissement de leur mission de signification ou d'exécution. En d'autres termes, pour permettre l'effectivité de la justice et des significations en personne qui empêcheraient des défauts de comparution, tant critiqués par les magistrats du parquet, en d'autres termes, pour permettre l'effectivité de cette justice et de l'application de sa loi. Or, depuis 7 ans, on nous a opposé des fins de non-recevoir, certes délicates, politiques, mais fondées sur des motifs, me semble-t-il, complètement saugrenus, voire idéologiques. La loi de la République ne pourrait donc pas s'appliquer car l'administration l'aurait décidé autrement. Je vous le demande donc publiquement, Madame, après l'avoir fait à plusieurs reprises lors de nos entretiens, aurons-nous bientôt une bonne nouvelle quant à la publication de ce décret? Madame la garde des Sceaux, je conçois ma fonction de président comme un devoir ardent de défendre ma profession pour mieux préparer son avenir. Les huissiers de justice ne sont pas de ceux qui étalent leurs doléances en permanence, ni de ceux qui ressassent sans cesse les événements passés, car nous savons comme la bruyère que les regrets qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste un meilleur usage. Vous n'êtes quant à vous, je le sais, pas chargé de faire plaisir aux professions du droit, car seul l'intérêt général et public doit prévaloir. C'est bien pourquoi nous avons la volonté d'être les acteurs de notre avenir, qui se matérialisera bientôt par le commissaire de justice, le fil rouge de nos journées de Paris, qui interroge notre rapport au disruptif, est entièrement tourné vers cette mutation. J'ai eu l'occasion de saluer hier le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, notre futur confrère Nicolas Moreton. Sa présence hier symbolise les synergies que nous sommes en train de créer entre nos professions, qui n'en feront bientôt plus qu'une. Je me réjouis que nous partagions la même vision de l'avenir, Madame, et des moyens nécessaires à la satisfaction de notre ambition commune, et celle de M. Moreton également. Le commissaire de justice sera donc tourné vers l'intérêt général, c'est une certitude. Nous travaillons en ce sens, en parfaite symbiose, quand bien même les problématiques à régler sont nombreuses, qu'il s'agisse du numérique, des relations sociales ou des modes d'exercice. Notre dossier prioritaire est cependant la formation passerelle de nos consoeurs et confrères déjà en exercice. Je sais que vous y accordez une attention particulière. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, Madame Belloubet,
Notre profession est fière d'être présente dans tous les territoires, afin de garantir à tous nos concitoyens un égal accès à leurs droits. Sa diversité fait sa force, même si le doute peut encore la traverser face à l'intensité de la mutation, de notre mutation. Pour diverse qu'elle soit, elle n'en est pas moins unie dès lors que l'essentiel est en jeu. La Chambre nationale est ainsi le creuset de toutes les voix de la profession, de ses territoires, de ses syndicats, de ses groupements. La présider, pour moi, madame, est un honneur qui m'oblige. Notre profession attache également une grande importance à sa jeunesse, je l'ai dit avant que vous ne soyez présente. Un capital inestimable que nous allons faire prospérer en réformant notre formation initiale. Notre démographie se transforme, se rajeunit. Notre métier devient plus attractif. Il se féminise, enfin, à grande vitesse. Il ressemble de plus en plus à notre société, Christine. Dans quelques instants, nous allons donc vous écouter. Je vais vous écouter avec un grand intérêt. Avec un grand intérêt. Sachez cependant que vous pourrez toujours compter, madame, sur les huissiers de justice et sur le président que je suis. Je suis un fidèle et vous le savez, un grand fidèle, pour agir en faveur d'une justice, madame, plus moderne, plus efficace, plus accessible et plus égale pour tous nos concitoyens, pour notre démocratie, pour nos valeurs que nous défendons ensemble. Je suis près de vous, madame. Je vous accompagne. Merci.